Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque jeudi, cette fois-ci pour le deuxième épisode de la série sur l'emploi des seniors et la réforme du travail. Puisque je vous l'ai dit, pour moi, la question de l'emploi des seniors est un catalyseur de la réforme à laquelle, qu'on doit faire sur le travail. Avant de vous en dire plus, je voulais vous rappeler que l'entreprise de demain, c'était donc certes ce podcast que vous écoutez, qui a bientôt 5 ans d'ailleurs. Je vous prépare pas mal de surprises pour septembre. Je ferai les 5 ans en septembre avec plus de 200 épisodes. Un podcast que je veux inspirant, mais surtout provoquant le débat et engageant à l'action. Donc merci à tous ceux qui m'écoutent et qui me font des feedbacks par rapport à ça. Ce sont aussi des conférences ateliers que je veux pragmatiques, percutantes, incarnées, qui ouvrent le débat encore une fois entre les participants, qui réveillent l'audace et enclenchent à l'action. On se change pas. Je veux vous aider à avancer, impulser les choses, faire émerger ce qu'il y a chez vous, en fait, chez vos managers, chez vos collaborateurs, chez votre comité de direction. C'est aussi pour ça un programme de mentoring, toujours pour faire émerger, qui est accélérateur de leadership, de développement du leadership, pour aller vers un management collaboratif et responsabilisant. Et c'est enfin des cercles de co-développement, parce que je pense qu'il est important de pouvoir faire émerger des rôles modèles pour s'en inspirer, de pouvoir partager des expériences, de pouvoir offrir des espaces d'échange sécurisés. Et puis enfin, c'est une newsletter qui sort tous les 15 jours, vous pouvez vous inscrire dans les notes de l'épisode, qui s'appelle Les coulisses du podcast, dans lesquelles je parle des coulisses du podcast, donc de tout ce sur quoi je suis en train de travailler, mais dans laquelle je partage aussi d'autres sources d'inspiration pour vous permettre d'aller plus loin. Donc, venons-en à l'épisode du jour. Donc aujourd'hui, je suis ravie pour cette deuxième séquence de vous proposer un échange que j'ai eu avec Franck Morel, qui est un avocat reconnu, un expert reconnu dans le droit du travail depuis plus de 20 ans, et qui est aussi... il a eu un parcours assez complet, mais ça, il va vous le raconter. Mais surtout, je l'ai rencontré parce qu'en fait, il a récemment travaillé sur un rapport pour l'Institut Montaigne qui s'intitule « Emploi des seniors, agir sur tous les leviers ». Et à l'occasion de notre rencontre, on a pu échanger sur le sujet. Et je lui disais combien... je lui posais beaucoup de questions et je lui faisais part de toutes les questions que ça soulevait pour moi dans le rapport au travail au sens large. Et donc j'ai souhaité vous faire partager cet échange qui est riche de pistes. Je pense que c'est important, on ne voit pas assez les avancées qu'il y a eu sur les formes d'emploi, parce que ça questionne aussi les formes d'emploi, ça questionne le rapport au temps de travail, ça questionne tout ça. Et puis de voir un peu avec Franck ce qu'il y a dans les tuyaux, ce qu'on peut imaginer, ce qui serait bon de créer, et ce qui au contraire pourrait être un peu utopique et pas forcément utile. Voilà. Donc c'était intéressant pour moi de confronter mon regard à un expert en droit social et d'avoir son retour. Donc je suis sûre que cet épisode va vous passionner. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à bientôt. Bonjour Franck. Bonjour. Merci de m'accorder cet échange. Je vais d'abord vous laisser vous présenter pour les auditeurs et les auditrices. Eh bien, écoutez, je m'appelle Franck Morel, je suis avocat associé au sein du cabinet Flichy-Granger Avocats, qui est un cabinet spécialisé sur les questions de droit du travail, de droit social. J'ai été pendant 3 ans le conseiller social à Matignon d'Édouard Philippe, et je suis l'un des experts de l'Institut Montaigne sur les questions de travail et d'emploi. Et donc c'est justement on se rend compte, on échange suite à... J'ai eu la chance d'assister à une présentation que vous avez faite du rapport que vous avez fait à l'Institut Montaigne sur l'emploi des seniors. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce rapport, pourquoi il a été fait, comment et quelle a été son utilité ? Bien sûr, c'est un rapport qui est paru en octobre 2022 parce que je pressentais le fait que la thématique de l'emploi des seniors allait être une thématique importante dans le cadre de la réforme des retraites.
ce qui est évidemment le cas, puisque dès lors qu'on met sur la table la question de l'élévation de l'âge légal de départ en retraite et du fait de rester plus longtemps en emploi, eh bien immanquablement, on pose la question des voies et moyens de favoriser l'emploi des seniors. Alors, je me suis dit que c'était intéressant de se pencher sur cette question parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites sur le sujet et il y a eu beaucoup de choses qui ont été tentées sur le sujet, mais malheureusement souvent avec un succès extrêmement relatif. Et donc, il me paraissait intéressant de faire le point sur ce qui pouvait être fait en la matière. Alors, ma conviction, pour aller à l'essentiel sur le sujet, ma conviction, c'est qu'on ne réussira à booster de manière importante le taux d'emploi des seniors que si on a une stratégie globale sur le sujet. Le rapport se nomme « Agir sur tous les leviers » et ça n'est pas pour rien parce que ça n'est pas qu'un sujet de formation professionnelle, ça n'est pas qu'un sujet de conditions de travail, ça n'est pas qu'un sujet de coût du travail, ça n'est pas qu'un sujet de gestion des fins de carrière, c'est tout ça à la fois. Et comme c'est tout ça à la fois, eh bien, on ne réussira que si on actionne des leviers qui permettent d'agir sur tous ces sujets à la fois. C'est le sens d'un certain nombre de préconisations que j'ai formulées dans le rapport en question. D'accord, on mettra d'ailleurs le lien vers ce rapport dans les notes de l'épisode. Un point de discussion que j'avais eu lors de votre présentation, c'est qu'en fait, donc je trouve, et je laisserai prendre connaissance aux auditeurs de toutes les propositions que vous faites, extrêmement complètes, mais je me disais à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas s'attaquer au sujet beaucoup plus tôt, des 35-45 ans, pas forcément pour envisager des reconversions, mais pour envisager aussi parfois des aménagements du travail et pour faire en sorte qu'en fait on ne se retrouve pas non plus dans cette situation difficile de devoir gérer l'emploi des seniors passé 50 ans en fait, alors que les possibilités sont bien moindres. Bien sûr. Alors, ce que vous soulevez là, c'est notamment la question de l'usage de la formation professionnelle dans la gestion des parcours professionnels. On sait très bien que les métiers vont être profondément bouleversés par toute une série de mutations, notamment la révolution numérique, que l'époque, si tant est qu'elle ait existé un jour, mais où il y a très longtemps en tout cas, l'époque où on rentrait dès la sortie de l'université ou de l'école dans une entreprise et qu'on se disait qu'on y allait pour toute sa carrière, qu'on allait y faire toute sa carrière, cette époque est bien révolue. Puisque aujourd'hui, eh bien, on a des parcours professionnels où on va changer d'entreprise, on va changer d'employeur, voire on va changer de statut. Et donc, tout ça, il faut donner des outils pour permettre de se mouvoir dans cette nouvelle donne, dans ce nouvel univers, de la manière la plus intéressante possible et la plus productive, entre guillemets, possible pour sa propre carrière, pour son employabilité, pour son propre devenir. On a un retard évident, par exemple, sur l'accès à la formation professionnelle, en général et des seniors en particulier. Et donc, il faut booster l'accès à la formation professionnelle. Alors, il y a eu des choses de fait. Il y a le compte personnel de formation qui permet effectivement d'aller plus loin dans cette direction, mais il faut encore aller plus loin. Il y a un sujet évidemment sur la question des conditions de travail, des statuts, de l'usage des statuts. Il faut améliorer les passerelles, faciliter beaucoup plus largement le passage d'un statut à l'autre, les fluidités dans l'accès à ces différents statuts. On a multiplié au cours des 20 dernières années les cadres juridiques entourant ces différents statuts et parfois les garanties sociales qui peuvent entourer ces statuts. Il faut continuer. On a su créer le portage salarial, un cadre pour le portage salarial. On a su créer un cadre pour le CDI intérimaire. On a su favoriser le mécénat de compétences. Il faut continuer. Il faut aller encore plus loin. Et puis, il y a un sujet qui apparaît en filigrane dans ce que vous mettez en avant, c'est la question des conditions de travail. Oui. C'est la question des conditions de travail qui est aussi un sujet important qui influe sur le lien au travail, sur la relation au travail des uns et des autres, avec plusieurs aspects. D'abord, l'aspect lié à l'utilité du travail. Moi, dans le rapport sur l'emploi des seniors, j'ai levé un tabou sur un sujet qui était le tabou suprême, qui était la question des mises au placard. En se disant qu'il était important de nommer ce phénomène, de ne pas avoir peur de faire face à ce phénomène des mises au placard, pour éviter les mises au placard. Mais derrière, il y a aussi la question du sens au travail, auquel sont de plus en plus attentifs
les salariés, les actifs, et encore plus la plus jeune génération. Dans l'enquête que vous évoquiez de l'Institut Montaigne le met en avant de manière très très forte. Donc la loi Pacte de 2019 a donné des outils sur la raison d'être des entreprises, les difficultés de recrutement, les métiers en tension font que les entreprises sont de plus en plus attentives à cette question du sens, à cette question de ce qu'on met derrière. Et puis il y a la question des conditions de travail plus basiques, c'est-à-dire de la santé au travail, et de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. En ce moment, le débat sur la semaine de 4 jours, par exemple, est une illustration de ça. Est-ce qu'on préfère à durée du travail constante travailler sur un nombre de jours plus faible, y compris des journées plus longues? Dans un certain nombre de cas, ça se regarde, voire même certaines activités ont pris ce pli parfois et en font même un argument de recrutement sur ce type de sujet. Alors, dans le débat autour des retraites, vous avez le débat autour de l'usure, de la pénibilité. Oui, parce que vous parliez de l'étude. En fait, je citais une autre étude de l'Institut Montaigne qui était faite sur effectivement. Oui. C'était les Français au travail dépasser les idées reçues, c'est le nom de l'étude, et ils disent que, vous parlez de pénibilité, 60% des Français ressentent une augmentation de la charge de travail ces 5 dernières années, due soit à un manque de soutien, soit à une charge psychique, soit à une faible autonomie. Oui. Donc, on parle de l'emploi des seniors, on voit bien que pour les seniors ça pèse particulièrement, mais finalement pas que, parce que là on est sur l'ensemble des Français. Oui, je suis complètement d'accord avec vous, il y a un sujet autonomie, perception d'une autonomie plus faible, et puis peut-être aussi parce que on est dans la perception, donc peut-être aussi soif d'autonomie plus forte. Oui. Il n'est pas certain que si on était capable de mesurer l'autonomie de manière absolue, on fasse forcément le constat d'une réduction de cette autonomie. En revanche, on fait le constat d'une impression que cette autonomie est plus faible, donc qui peut renvoyer à une réduction de cette autonomie ou qui peut renvoyer à une appétence beaucoup plus forte de la part des actifs pour de l'autonomie. Et donc, c'est toute la difficulté, justement, dans cette évolution des statuts, de trouver les bons positionnements des curseurs. Vous avez à une extrémité le travail indépendant avec une autonomie maximale, une charge de travail qui va parfois être très importante et des garanties qui sont plutôt faibles par rapport au salariat. Et puis, à l'autre extrémité, un salariat avec des garanties qui peuvent être consistantes, mais une autonomie qui parfois va être très réduite. Et donc, comment je peux utiliser les différents statuts, comment je peux adapter l'écosystème global, le cadre juridique, le cadre organisationnel, pour favoriser cette autonomie avec des garanties. C'est tout l'enjeu, par exemple, en ce moment, de ce qui est en train d'essayer d'être construit sur les plateformes de travailleurs indépendants. Est-ce qu'on est capable d'avoir un modèle à la française qui permette à ces plateformes de travailleurs indépendants de continuer à se développer et d'apporter une réponse intéressante à ceux qui les utilisent, et tout en apportant des garanties satisfaisantes et en évitant une forme de précarisation. Et donc, est-ce qu'on est capable de trouver un bon équilibre à la française sur ce sujet? C'est le pari qui a été fait par les pouvoirs publics en utilisant comme méthode justement le dialogue social et la négociation collective avec l'élection de représentants des travailleurs indépendants des plateformes et puis la mise en place d'un écosystème permettant de ces représentants avec les représentants des plateformes de négocier des garanties, de trouver le bon niveau justement de négociation de garanties. Et donc on voit bien que ça illustre bien cette recherche d'équilibre perpétuel de cet enjeu entre d'un côté l'indépendance, la souplesse, l'autonomie et de l'autre côté les garanties. Alors, il y a aussi la question de l'usure, de la pénibilité, des conditions de travail qu'on évoquait tout à l'heure. Et la question de l'usure et des conditions de travail, de la pénibilité, soulève la question de la bonne appréhension de cette question de l'usure. Est-ce que ce que l'on veut faire, c'est compenser une situation usante ou pénible, ou alors est-ce que ce que l'on veut faire, c'est prévenir une situation usante ou pénible? Déjà, est-ce qu'on est capable d'identifier ce que c'est qu'une situation usante ou pénible? Ce qui n'est pas évident, et ce qui est une partie du problème. On est plus capable d'identifier une situation usante parce qu'on va partir de ce que produit cette situation sur la santé, et donc on va pouvoir objectiver ses conséquences sur la santé. C'est plus difficile d'objectiver une situation pénible, parce que ce qui va être pénible pour quelqu'un ne le sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Il y a un degré de subjectivité
qui est assez important. Et puis la mesure en tant que telle n'est pas évidente. Pendant tout le quinquennat Hollande, d'ailleurs, les pouvoirs publics s'y sont cassés les dents puisqu'il y avait toute une série de facteurs, 10 facteurs de pénibilité qui n'étaient pas mesurables et qui ont empoisonné la vie des pouvoirs publics, tant et si bien qu'en 2017, ces facteurs ont été retirés de cette obligation de mesure pour les compenser d'une autre manière, justement via des mesures médicalisées, c'est-à-dire des mesures d'une usure et pas d'une pénibilité qui étaient plus facilement objectivables. Donc c'est un vrai débat, c'est un vrai sujet. Moi je pense que, par exemple, vous pouvez avoir des effets pervers à une compensation de l'usure ou de la pénibilité. Lorsque, par exemple, vous allez donner une prime pour le travail de nuit, je suis pas en train de dire qu'il faut pas le faire, mais ça va être plus difficile de retirer quelqu'un d'une situation de travail de nuit. Parce que si vous le retirez du travail de nuit, il va perdre la prime. Et donc la compensation peut avoir des effets pervers dans le sens où elle va légitimer la situation de pénibilité et conduire à la conserver, à inciter parfois à la conserver. Donc c'est vraiment, l'effort doit être mené, et c'est ce qui a plutôt été fait, et c'est plutôt bien dans le projet de réforme en cours, sur la prévention de l'usure. Il y a un fonds de prévention de l'usure qui est mis en place avec 1 milliard d'euros sur 5 ans, et donc il faudra être capable de mobiliser de manière pleinement efficace les moyens qui sont consacrés par ce fonds de prévention de l'usure. Et donc c'est moins sexy, on va dire, c'est moins touchy que le fait de dire à quelqu'un vous allez partir 2 ans plus tôt ou on va vous donner une compensation, mais c'est beaucoup plus pertinent parce que on va s'attaquer à la racine du sujet. Moi je mets sur la table par exemple une idée qui est un peu poil à gratter, mais qui pourrait être un objectif de politique publique ambitieux, c'est est-ce qu'on serait pas capable demain de se dire, par exemple, que on va faire en sorte que quelqu'un ne reste pas plus de 10 ans sur un métier usant. Ce serait exigeant parce que ça supposerait d'être capable d'apporter des solutions en termes de reconversion, en termes de mobilisation de la formation professionnelle, mais ça serait un objectif sacrément ambitieux, plutôt que de compenser une situation pénible, de dire qu'on va faire en sorte que quelqu'un ne reste pas plus de 10 ans sur une situation pénible. Ça serait beaucoup plus pertinent et beaucoup plus efficace. Ouais, exactement. Mais on voit bien que toutes les questions qui se posent aujourd'hui, on fait un focus sur l'emploi des seniors, on fait un focus bien sûr sur la question des retraites et c'est tout à fait normal, mais qu'en fait c'est vraiment la question de la réforme du travail. Bien sûr. Voilà, d'un nouveau rapport au travail, parce que là, quand vous évoquez effectivement cette idée de dire on resterait pas plus de 10 ans sur un travail à forte pénibilité, etc. Enfin, c'est revoir complètement le principe des carrières linéaires, c'est revoir complètement, retravailler sur notre relation au travail, notre relation au temps de travail, vous l'avez abordé, les conditions de travail. Donc c'est vraiment, on touche l'ensemble. Et j'ai envie de vous dire, parce que votre métier c'est quand même d'être avocat, pour moi, ça questionne le lien même de subordination qui est dans le... Bien sûr que ça questionne le lien de subordination, qui est la pierre angulaire de la définition du contrat de travail, puisque vous savez, la définition du contrat de travail, c'est le pouvoir qui a été donc, je dirais, dégagé par une jurisprudence bien établie, régulièrement confirmée. Un contrat de travail, c'est une situation où un employeur a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements. Donc on a ce triptyque, je donne des directives, je vérifie qu'elles sont bien exécutées, et si c'est pas le cas, je suis capable de sanctionner les manquements. Et donc ce triptyque directive, contrôle, sanction, c'est un triptyque qui est de plus en plus challengé dans toute une série de situations. Quand on nous dit par exemple que on a un certain nombre de profils rares sur des compétences très pointues, par exemple dans le domaine informatique, où ces profils rares et ces compétences pointues veulent à tout prix être extrêmement autonomes et refusent toute situation de salariat, même au prix d'un risque de requalification avec les 3 critères que je viens de rappeler, eh bien on se dit que l'époque où on avait d'un côté des salariés, de l'autre des indépendants, et puis qu'on avait des faux indépendants qui étaient requalifiés, eh bien, est une époque où on est dans des nuances de couleurs par rapport à ces situations qui sont multiples et qui appellent à avoir des cadres qui sont adaptés et qui sont évolutifs. Je suis assez optimiste sur le fait qu'on va y arriver. Ça va prendre du temps parce que pour avoir des cadres qui soient adaptés, eh bien, il faut aller au-delà de ce qui pourrait être appelé par certains acteurs comme une baguette magique consistant à écrire 3 lignes dans la loi
qui vont régler toutes les situations. Évidemment, ça n'existe pas. Et évidemment, quand on essaye de procéder comme ça, on est rattrapé très rapidement par le juge, par la jurisprudence ou par un certain nombre d'autres considérations. Et donc, si on veut réussir, il faut prendre le temps de construire de la légitimité. C'est-à-dire, il faut prendre le temps de faire en sorte que l'équilibre que l'on est en train de bâtir soit un équilibre qui a une reconnaissance sociale de la part de l'ensemble de l'écosystème juridico-social, une reconnaissance par les acteurs. Et donc, c'est ce que j'appelle construire de la légitimité. C'est-à-dire que la solution qui est mise sur la table soit une solution qui ne sort pas du chapeau, ou qui en tout cas donne cette impression, mais qui soit une solution qui soit appropriée par l'ensemble des acteurs, que l'ensemble des acteurs pertinents aient eu le temps de s'approprier et reconnaissent comme légitime. C'est pas impossible, on a su le faire sur un certain nombre de situations, hein. On a su le faire, je donnais les exemples tout à l'heure du portage, du CDI intérimaire, on a su plutôt pas mal le faire sur l'auto-entrepreneur, et je pense qu'on saura le faire sur les plateformes, mais il faut continuer, c'est un peu Sisyphe, hein, c'est un peu le rocher qui retombe et qu'on remonte chaque fois, hein, parce qu'évidemment il y a des avatars, il y a des aléas juridiques, il y a des aléas même en termes de précarité et de fonctionnement, mais à l'arrivée, je pense que bon an mal an, on arrive à cheminer dans le bon sens, et je pense qu'on continuera à le faire. Et une question que ça me pose, moi, donc je parlais du lien de subordination. Pour moi, aujourd'hui, la relation qui est demandée par les collaborateurs et qui est beaucoup plus, pertinente en entreprise, c'est une relation de collaboration. Oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer remplacer dans le contrat de travail ce lien de subordination par un lien de collaboration? Et du coup, quelque part, avoir un lien de collaboration assez ouvert, puisque aussi l'avenir de l'entreprise, on parle aussi d'entreprise ouverte, étendue, qui va travailler avec des parties prenantes externes, mais qui peuvent être, parce que si on se base un petit peu sur l'évolution des technologies où les gens arrivent, vous savez, ils se mettent en open source, ils travaillent ensemble, ou en Web3, ils travaillent ensemble ponctuellement sur un projet, puis ils repartent. Et quelque part, il peut être intéressant d'avoir un contrat avec l'entreprise de collaboration qui ressemble presque à un contrat de prestation, tout en étant collaborateur, mais qui du coup inclut plus de responsabilisation. Et peut-être que qui dit plus de responsabilisation dit aussi peut-être plus facilement d'évolution dans la carrière, parce que quand on rentre dans ce type de contrat, on n'est pas dans la même posture que quand on rentre dans la subordination, où on a tendance à tout attendre de l'entreprise, qui est d'ailleurs une personne morale et pas physique. Voilà. Et donc peut-être que est-ce que ça serait pas ça quelque chose d'intéressant? Oui et non, si vous voulez. Alors oui, parce que on voit bien que ça répond à une forte attente. Non, parce que je crois pas au schéma trop qui rentre trop facilement dans les cases, entre guillemets, si vous me permettez l'expression. Parce que la réalité, elle est pas toute blanche ou toute noire, elle est pas tout subordonnée ou tout autonome. Elle est un peu autonome et un peu subordonnée quand même, ou l'inverse. Hein. Et le problème en plus, c'est qu'on vit dans un écosystème où on a des règles nationales, mais on a aussi des règles européennes. On a une directive européenne très ancienne sur le temps de travail, par exemple, qui impacte beaucoup notre cadre juridique. Hein. La Cour de cassation, par exemple, s'est largement fondée sur cette directive pour mettre un certain nombre de balises aux conventions de forfait en jour, qui est le décompte du temps de travail en jour, hein, en disant attention, il faut faire attention à la charge de travail, il faut faire attention, etc. Et puis, même les acteurs sont soumis à des injonctions paradoxales, parce que le même salarié qui va réclamer beaucoup d'autonomie et qui va pas décompter son temps de travail, quand il sera plus dans l'entreprise, sera le même qui fera un contentieux pour réclamer des heures supplémentaires, parce que précisément on n'aura pas décompté son temps de travail. Donc c'est pour cela que pour aller dans le sens du oui, je pense que on ne peut aller dans ce type de direction que de manière ciblée et de manière construite spécifiquement par rapport à des besoins particuliers. Je ne crois pas du tout au grand soir où on va dire demain, c'est fini la subordination, on a demain un contrat de collaboration, et puis vous allez voir, c'est formidable. J'y crois pas, parce que ça ne prend pas en considération l'aspect gris, ni noir ni blanc, de beaucoup de situations. Et donc, on peut mettre en place, cheminer vers des cadres juridiques qui permettent de prendre en compte mieux que ça n'est le cas aujourd'hui le besoin d'autonomie, mais il faut le faire de manière impressionniste et de manière progressive.
parce que ça ne fonctionne qu'en prenant en considération ces zones forcément grises. Voilà. Et qui sont nombreuses, effectivement. Et qui sont nombreuses, absolument. Et la dernière chose par rapport à ça, parce qu'on revient à notre sujet de l'emploi des seniors, c'est aussi comment avoir une modularité dans tout ça, puisque alors on voit, je discutais récemment sur le podcast justement avec le DRH de l'assurance retraite, qui réfléchit déjà par rapport aux seniors pour leur donner un temps de non-production, mais plutôt de transmission. Donc on voit qu'il y a des choses qui peuvent être faites au sein de l'entreprise, dans l'aménagement même de la fonction. Mais après, il pourrait être intéressant aussi. À l'époque, on m'avait approché pour parler de la semaine de 4 jours. C'était il y a déjà 2 ans, en me disant ce serait une solution magnifique pour les jeunes. Et moi, je leur ai dit mais c'est une solution magnifique pour les seniors. Oui. Parce qu'en fait, à un moment donné aussi, ça peut être des principes modulaires qui s'adaptent à des périodes de la vie. Bien sûr. Il faut avoir des cadres juridiques qui permettent ça. Pour vous donner un exemple, moi, parmi les propositions que j'ai formulées dans ma note sur l'emploi des seniors, j'ai formulé une proposition qui permet d'aller beaucoup plus loin dans la souplesse en matière d'organisation du travail à temps partiel pour la gestion des fins de carrière. On a encore des gisements de souplesse que l'on peut gagner pour permettre d'organiser de la manière la plus personnalisée possible, la plus adaptée possible, un temps partiel de fin de carrière. Voilà, qui peut être une réponse intéressante. On peut avoir aussi des gisements pour organiser, mieux que ça n'est le cas aujourd'hui, un équilibre économique par rapport à la prise en considération du ratio entre le coût que représente l'intéressé et puis l'évolution des compétences de l'intéressé. Et donc, on peut tout à fait avoir des deals qui pourraient être organisés avec des changements d'emploi ou des changements de job, avec une compensation d'éventuelles baisses de rémunération à certains moments en utilisant d'autres leviers. Et donc, il faut être capable d'avoir la boîte à outils pour organiser tout ça. Et donc, il y a aujourd'hui un certain nombre de choses qui existent, qu'on peut mobiliser, et notamment en matière de temps partiel. Il y a des trucs assez peu connus qu'on peut mobiliser. Je pense par exemple à un dispositif qui date des lois Aubry, donc qui a plus de 20 ans aujourd'hui, mais qui est assez peu connu, qui s'appelle le temps partiel personnel, qui permet d'organiser une réduction du temps de travail avec des multiples de la semaine pour des besoins liés à la vie personnelle, de manière relativement souple. C'est assez peu connu ce truc-là, mais ça peut être un outil intéressant pour des gestions de fin de carrière de seniors, par exemple. Et donc, bien sûr, il faut explorer tout ça. Il faut en faire un outil, tout ça, un outil de dialogue social. Il faut que ça nourrisse les échanges dans l'entreprise, mais il faut l'organiser de manière stratégique. C'est-à-dire, là aussi, un point important, c'est qu'il faut l'organiser dans le cadre d'une vision d'ensemble dans l'entreprise de la gestion des ressources humaines et de la gestion des parcours professionnels. Complètement. Et alors, toute dernière question, est-ce que vous, donc dans votre métier, dans votre quotidien, au-delà du rapport que vous avez fait, vous constatez par rapport à ce sujet de l'emploi des seniors et cette évolution du travail, est-ce que particulièrement sur l'emploi des seniors, est-ce que vous constatez une augmentation des dossiers, des dossiers autour du sujet, soit de seniors qui ont l'impression d'être mis à la porte, soit d'entreprises qui ont des difficultés avec le sujet. Enfin, je ne sais pas quel type de dossier, mais est-ce que... Je constate une augmentation du souhait des entreprises de se préoccuper de la question. D'accord. Et de la demande de la part des entreprises de donner du sens à ce qu'elles font en matière d'emploi des seniors et donner de la cohérence à ce qu'elles font en matière d'emploi des seniors. Les entreprises voient bien que à partir du moment où on va avoir une élévation de l'âge légal de départ en retraite, eh bien, on va avoir mécaniquement, ce qui a été le cas après la réforme de 2010, une augmentation du taux d'emploi des seniors. Et donc, on va avoir une demande encore plus forte de l'ensemble du corps social, et y compris à l'intérieur de l'entreprise, pour garder plus longtemps les seniors et donc pour organiser les fins de carrière. On voit bien aussi que on s'éloigne, et c'est très bien comme ça, on s'éloigne fort heureusement de plus en plus de l'époque où les pré-retraites étaient la solution à tous nos maux, et qui a été catastrophique sur le plan des conséquences en matière d'emploi des seniors. Heureusement, on s'éloigne de plus en plus de ça, mais du coup, c'est une exigence pour les entreprises, parce que c'est une exigence pour se donner les voies et moyens de conserver les seniors, d'utiliser leurs compétences. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, par exemple, avec l'enjeu de la transmission, qui est un enjeu
de plus en plus émergent dans les entreprises, c'est-à-dire qu'on identifie de plus en plus avec la notion de patrimoine de compétences, c'est-à-dire un certain nombre d'entreprises se disent comment ne pas perdre le patrimoine de compétences qui est représenté par un certain nombre de seniors lorsque ces seniors vont quitter l'entreprise. Et donc, comment organiser la transmission et ça peut être aussi quelque chose qui peut être utilisé dans le cadre de la gestion de la fin de carrière. Donc oui, pour répondre précisément à votre question, je constate une appétence croissante pour se préoccuper activement de cette question de l'emploi des seniors et de l'organisation du maintien de l'emploi des seniors dans les entreprises. Ce qui est une bonne chose. Il va falloir lever les freins en recrutement, mais c'est une bonne chose. Parce qu'il y en a encore beaucoup. Donc, il y a encore un travail à faire quand même de sensibilisation. Oui, il y a toujours du travail à faire. Oui. Voilà, insensibilisation, mais côté senior aussi. Je pense que c'est des deux côtés, côté employeur et côté senior. Franck, merci beaucoup pour tous ces éléments. Merci à vous. Et bonne journée. Bonne journée. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.